Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré que son pays se penchait vers l'application de mesures supplémentaires contre l'Iran suite à sa condamnation par le Conseil de coopération du Golfe. Samedi, le Conseil de coopération du Golfe, qui inclut le Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis, a condamné l'interférence iranienne dans les affaires internes de l'Arabie saoudite et de la région. L'Arabie saoudite a également demandé à l'Organisation de coopération islamique, dont l'Iran fait partie, d'organiser une réunion extraordinaire pour s'entretenir de l'agression de l'Iran contre son ambassade. Le conseil ministériel s'entretient des répercussions de l'attaque sur l'ambassade saoudienne à Téhéran et du consulat saoudien dans la ville iranienne de Mashhad. Il condamne fermement ces actes et demande à l'Iran de porter la responsabilité de ces actes terroristes. L'attention vient de l'Iran et non de l'Arabie saoudite ni du Conseil de coopération du Golfe. Tous les gestes négatifs entrepris dans la région et dans nos pays viennent de l'Iran, non du Conseil de coopération du Golfe. Nous évaluons les actions de l'Iran et prenons des mesures à leur encontre. Les choses seront plus claires à l'avenir. La tension monte alors que l'Europe continue de faire face à l'arrivée en masse de réfugiés. En Allemagne, la police a utilisé des canons à eau lors d'une manifestation d'extrême droite. Plus au nord, plus d'1 millier de Danois et de Suédois ont tenté de passer la frontière entre les deux pays sans leur passeport, malgré les contrôles qui ont été réinstallés temporairement. La route vers le Danemark et la Suède devient de plus en plus compliquée pour les migrants et les réfugiés. Et les protestations se font de plus en plus sonores de chaque côté de la frontière. Il doit y avoir des solutions plus créatives que ça. Fermer les frontières, ce n'est qu'un acte de crise. Que dirions-nous si nous étions dans cette situation et que personne ne cherchait à nous aider? Je pense que toute l'Europe devrait aider. Ce qui fait dissension, ce sont les contrôles d'identité à l'aéroport de Copenhague, à la frontière avec la Suède. Cela signifie que la majorité des migrants et des réfugiés ne peuvent plus atteindre la Suède pour y demander l'asile, car très peu d'entre eux ont un passeport. Ces manifestants considèrent que ces contrôles ne devraient pas être autorisés. Cette semaine, lors d'une réunion d'urgence de l'Union européenne à Bruxelles, le Danemark et la Suède se sont mis d'accord pour retirer les contrôles aux frontières le plus tôt possible. Mais avant ça, ils veulent que le flot de réfugiés diminue significativement. Mais pour le moment, il est difficile de dire quand est-ce que cela se produira. Le 5 janvier, 21 corps ont été retrouvés échoués sur une plage turque, signe que même en hiver, nombreux sont ceux à vouloir tenter le voyage vers l'Europe. Même dans les pays dits accueillants, la tendance est celle d'une approche plus ferme face à l'arrivée des réfugiés. Samedi, dans la ville allemande de Cologne, une manifestation d'extrême droite a pris une tournure violente. La colère des manifestants était en partie alimentée par la vague d'agressions sexuelles, possiblement coordonnées, qui se sont produites lors des célébrations du Nouvel An à Cologne. Certaines de ces agressions auraient été commises par des demandeurs d'asile. Le Danemark reçoit bien moins de réfugiés que l'Allemagne, et cela constitue également un point sensible. Dans un pays comme la Suède, ils prennent bien plus de réfugiés. Et c'est pareil en Allemagne. Nous sommes entre les deux et nous ne participons pas réellement. Le gouvernement danois n'est pas d'accord avec ce point de vue. Et cela pourrait favoriser l'organisation de davantage de manifestations comme celle-ci. En France, les commémorations des attentats terroristes d'il y a un an se poursuivent. Une série d'attaques, notamment au siège du magazine satirique Charlie Hebdo, avait fait 17 morts. Samedi, le président français a participé à une cérémonie à l'extérieur de Paris et a inauguré une plaque commémorative pour Clarissa Jean-Philippe, une policière de 26 ans tuée par un djihadiste. Le président avait auparavant évoqué des failles dans le système de renseignement qui auraient permis à l'attaque de se produire. François Hollande a également appelé les différentes branches des services de sécurité à collaborer plus étroitement et s'est engagé à augmenter le nombre de policiers et de gendarmes. Direction le Mexique, où le plus recherché trafiquant de drogue au monde, Joaquín El Chapo Guzmán, a été de nouveau capturé après s'être échappé d'une prison de haute sécurité il y a 6 mois. Le Mexique cherche désormais à l'extrader vers les États-Unis, mais les avocats de Guzmán déclarent qu'il utilisera tous les recours possibles pour éviter cela.
Je vais répéter que nous nous trouvons dans un contexte constitutionnel entre le vrai et le faux. Étant que défenseur de mon client, je maintiens que la souveraineté nationale, la souveraineté des institutions mexicaines doivent être respectées pour le bon exercice de la justice. L'avocat de Guzman s'exprimait depuis la prison d'Altiplano, située à l'extérieur de la ville de Mexico, où son client est retourné après 6 mois d'évasion. Le bureau de l'attorney général mexicain travaillera avec le plus de diligence possible pour permettre une extradition. Une source déclare que le baron de la drogue pourrait être envoyé aux États-Unis d'ici le milieu de l'année. Cependant, le moment opportun dépendra des injonctions déposées par les juristes de Guzman. Le cartel del Chapo a fait passer pour des milliards de dollars de drogue vers les États-Unis et est accusé de milliers de morts là-bas ainsi que dans son pays en raison des addictions et des guerres de gangs. Tous les fans de football avaient les yeux tournés vers Madrid hier soir pour le premier match de la légende du football, Zinedine Zidane, en tant qu'entraîneur du Real Madrid. L'ancien champion du monde et d'Espagne faisait ses débuts après avoir entraîné pendant seulement 1 an l'équipe de réserve du club. C'était le début d'un nouveau chapitre pour une carrière déjà riche. Zinedine Zidane a tout gagné et est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Mais même lui pouvait être excusé d'être un peu nerveux avant sa première rencontre en tant qu'entraîneur de l'un des clubs les plus prestigieux du monde, dans un stade qui peut accueillir 85 000 spectateurs. Aussi vous assurer que les gens qui vont venir au stade vont venir voir leur équipe bien jouer, leur équipe gagner, et ça c'est le plus important. Et après, bien sûr que pour moi c'est un événement, parce que lundi matin j'étais en train de préparer mon match contre Ebro, donc forcément vous passez dans une autre dimension. Donc voilà. Zidane a fait ses débuts au Real Madrid en 2001 après un transfert à l'époque record de 75 millions d'euros. Il a permis à son équipe de remporter la Ligue des Champions dès sa première saison. Quelques jours plus tôt, lors d'une séance d'entraînement ouverte, les fans du Real ont exprimé leur soutien à Zidane. Si certaines personnes doutent de la capacité du Français à motiver son équipe, d'autres pensent que l'équipe n'aurait pu rêver de meilleur entraîneur. Pouvez-vous imaginer, quand vous êtes joueur, d'avoir comme boss un grand joueur, une légende? Vous ne voulez pas être ridicule devant une légende du football. Vous voulez faire de votre mieux, séduire, montrer à votre boss qui vous êtes. Il est le meilleur entraîneur possible pour motiver les joueurs. L'une des priorités de Zidane sera de faire partager à la superstar Cristiano Ronaldo sa vision. En décembre, le Portugais n'avait pas écarté l'éventualité d'un transfert. C'est plus qu'intransférable en fait. Cristiano, c'est l'âme de ce Madrid. Mais le champion du monde 1998 est confiant dans sa capacité à insuffler un nouveau souffle à son équipe. J'espère que j'aurai quelque chose à voir là-dedans, car je suis heureux aussi, vous savez. Je sais où je suis. Je sais que c'est une grande responsabilité. Et je pense que je suis préparé, et c'est la chose la plus importante. Quand vous êtes préparé, le reste suit. Zinedine Zidane brillera-t-il autant sur le banc que sur le terrain? La victoire 5-0 du Real Madrid contre la Corogne pour son premier match laisse augurer le meilleur. Dans la ville de Longshuetiang, située dans la province centrale chinoise du Hunan, une usine chimique a pris feu samedi. L'explosion a été maîtrisée, on ne compte aucun blessé. L'incendie a commencé aux alentours de 20h20 dans une usine contenant des produits chimiques et des bouteilles en plastique. L'usine, spécialisée dans les additifs pour le PVC, a arrêté sa production avant l'incendie. Les habitants locaux ont été évacués et aujourd'hui les autorités contrôlent la qualité de l'air et alerteront le public d'une pollution potentielle. La Chine a connu une augmentation notable du nombre de drones civils. Afin de garantir que leur usage soit correctement réglementé, l'administration chinoise de l'aviation civile a dicté de nouvelles règles. Li a commencé à apprendre la conduite de drone il y a à peine 3 mois. Mais maintenant, il a non seulement passé son test pour un permis,
mais est aussi lui-même devenu un moniteur de conduite. Il pense que sans l'établissement de règlements spécifiques, conduire des drones pourrait être dangereux. Les drones ne sont pas des maquettes d'avions, ils sont plus gros et plus lourds. Même lorsqu'un drone de 7 kg tombe, il risque non seulement de s'écraser, mais en plus il peut blesser des gens. Si les gens faisaient voler des drones quand et où ils le veulent, ce serait la pagaille. Les collègues moniteurs de Libin sont d'accord avec lui sur les dangers. Ils disent qu'on devrait enseigner aux gens comment utiliser correctement les drones. Les hélices des drones tournent très vite. Elles pourraient donc aisément blesser des gens. Je pense qu'il est plus important pour les étudiants d'apprendre comment conduire en toute sécurité que d'apprendre les techniques. Les deux instructeurs ne sont pas seuls dans leur passion des drones. Le nombre de pilotes de drones licenciés dépasse à présent les 2000 et jusqu'à 20 000 drones civils volent en Chine. Cependant, les drones soulèvent aussi des inquiétudes. En novembre de l'année dernière, un drone prenant une vidéo a presque percuté un avion de chasse en Chine. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait s'il n'y avait pas de règles de circulation concernant les automobiles, s'il n'y avait pas de critères pour le permis de conduire et les plaques d'immatriculation? C'est la même chose pour les aéronefs dans le ciel. Pour garantir que les drones sont correctement réglementés, l'administration chinoise de l'aviation civile a publié ses premières règles de circulation concernant leur usage. Elle classe les drones en 7 catégories en fonction de leur poids et de leur fonction. Et à différents types de drones, différents critères. Pour ces drones petits et légers, les règles sont relativement lâches. Ainsi, il sera pratique pour les gens ordinaires de s'amuser avec. Mais pour les drones gros et lourds, à but commercial, les règles sont plus serrées parce qu'ils représentent un danger potentiel pour les gens. Les nouvelles règles vont standardiser le secteur. Nous avons à présent des instructions claires sur le rôle des capitaines et des pilotes et sur la procédure appliquée en mission de vol. Libin dit vouloir à présent affiner ses compétences afin de devenir un instructeur d'un niveau supérieur. Et il espère que sa carrière s'envolera. Un avion a été mis à disposition de l'équipe de recherche chinoise dans l'Antarctique. Selon les experts, l'avion élargira le travail de recherche de la Chine en Antarctique, des zones côtières jusqu'au cœur du continent. L'avion peut également relier 2 bases polaires chinoises qui sont séparées par 1300 km et faire un aller-retour sans avoir à se réalimenter en carburant. L'avion peut aussi transporter de l'équipement scientifique pour collecter des données le long de son trajet. La tâche la plus difficile pour cet avion, le Xueying, a été son vol direct pour la station chinoise de Kunlun, le laboratoire le plus haut jamais construit sur le continent glacé. La station de Kunlun est la 3e station de recherche chinoise en Antarctique et la plus haute de toutes les stations de recherche du continent. Elle est située à 4087 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 7,3 km au sud-ouest de Dome A, qui est le lieu le plus haut de l'Antarctique et est considéré comme le lieu naturel le plus froid de la Terre. Les températures les plus basses peuvent atteindre moins 90 degrés Celsius. On considère que la station est le meilleur endroit pour un observatoire spatial. 3 télescopes Antarctica Schmidt y ont été installés depuis 2012 pour chercher des exoplanètes et des supernovas. Depuis son ouverture officielle en 2009, la station est devenue un lieu important pour détecter des changements dans la couche d'ozone, alors qu'elle se trouve au centre du trou dans celle-ci. Le CES, le célèbre salon de l'électronique, est le lieu de présentation des dernières innovations technologiques et se déroule chaque année au mois de janvier à Las Vegas, dans le Nevada. Cette année, on a pu constater une présence massive d'entrepreneurs chinois. Un réfrigérateur fonctionnant sous le système Android est venant de l'entreprise chinoise Haier. Plus de 20 nouveaux modèles d'ordinateurs dévoilés par le géant chinois de l'informatique Lenovo. Et cette année, lors du CES, des entreprises chinoises et des entrepreneurs ont représenté plus d'un tiers du nombre total d'exposants. De nombreux Chinois viennent ici pour y trouver davantage d'opportunités. Le cœur et l'âme de la présence chinoise vient d'entrepreneurs comme Wu Zheyun qui a lancé son entreprise de fabrication de téléphones mobiles à l'âge de 18 ans. 10 ans plus tard, elle effectue son premier voyage au CES pour vendre les scooters en équilibre de sa compagnie. Elle a reçu des commandes pour 10 000 pièces. Wu a mis l'accent sur l'obtention des certifications de qualité internationales dans l'espoir de rétablir la pauvre image des scooters chinois qui ont récemment provoqué des incendies. Nous devons nous concentrer sur la qualité pour faire savoir à la population du monde entier que la qualité chinoise n'est pas mauvaise, elle est bonne.
Et quand des scooters provoquent des incendies, les habitations prennent feu et des gens vont mourir. C'est très dangereux. C'est de la responsabilité du fabricant que de garantir la qualité et la sécurité. Et d'autres entreprises chinoises ont vraiment cloué les participants. 2000 œufs en réalité virtuelle de chez Deepun se trouvent dans des centres commerciaux de Chine. Nous apportons des œufs aux États-Unis pour la première fois. Durant les 3 jours du CES, nous avons déjà eu de nombreuses commandes pour ces œufs. Au CES, 10 clients ont commandé au total 1000 pièces. Oh my gosh, are you kidding? Combien de temps pouvez-vous passer là-dessus? Moins de 3 secondes. Et vous me mettez dessus durant 3 minutes. Oui, vous êtes suffisamment fort, j'ai trop peur. Les entrepreneurs chinois auxquels nous avons parlé reviendront l'année prochaine, à n'en pas douter, tout comme de nombreux acheteurs et investisseurs à la recherche de nouveautés. Les entreprises chinoises présentes au CES de Las Vegas sont non seulement venues en grand nombre cette année, mais également avec une large gamme de produits, parmi lesquels des téléphones, des drones ou des téléviseurs. Malgré les centaines de drones présentés au CES, rivalisant pour capter l'attention du public, l'entreprise chinoise Erhang a révélé un drone qui les éclipse tous. Erhang 184 est le tout premier véhicule aérien autonome pour particuliers au monde. Il peut transporter une personne pesant jusqu'à 100 kg. Ce véhicule tout électrique est conçu pour emporter une personne jusqu'à plus de 3500 mètres de haut pendant une durée de 23 minutes. Après avoir sélectionné un plan de vol, le passager n'a plus qu'à appuyer 2 fois sur les commandes, une fois pour décoller et une autre fois pour atterrir. C'est complètement sans danger, car même si avec un rotor ou 2 ou 3 hélices ne fonctionnent pas correctement, cet appareil peut encore planer, encore voler, jusqu'à l'endroit le plus proche pour atterrir, en toute sécurité pour le passager. Huawei a présenté 4 nouveaux produits, dont 2 nouvelles smartwatches pour femmes et le smartphone Mate 8 qui annonce plus de 2 jours d'autonomie de batterie. Le Mate 8 possède également un appareil photo de 16 mégapixels qui incorpore un indicateur qui vous aide à prendre le meilleur cliché. Et si vous souhaitez prendre un selfie, vous n'avez pas besoin de faire cela. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de toucher un bouton situé sur l'arrière du téléphone, et voilà. Au sein de notre Consumer Business Group, nous consacrons environ 70% de notre effectif à la recherche et au développement. C'est relativement unique. Il s'agit véritablement d'une entreprise dirigée par la recherche et le développement. C'est pourquoi il y a autant d'innovations. Faraday Future a également révélé avoir conclu un partenariat stratégique avec l'entreprise chinoise LeTV, décrite comme le Netflix chinois. Ancien haut dirigeant d'un constructeur automobile chinois et à présent haut responsable chez LeTV, Ding Lei avoue même son sentiment de culpabilité d'avoir produit des véhicules polluant l'environnement. Il souhaite à présent produire quelque chose qui soit bénéfique pour l'humanité et l'environnement. Nous n'attendons pas les bras croisés qu'il arrive des changements. Nous, à l'ETV et Faraday Future, sommes venus ici pour transformer et créer le futur. Il faudra attendre encore quelques années avant de voir Faraday Future livrer un véhicule sur le marché. Mais avec une équipe formée d'anciens employés d'Apple, de BMW et de la NASA, cette start-up spécialisée dans les véhicules électriques a confiance dans sa capacité à transformer le secteur automobile dans le futur. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis a rendu visite au bébé panda du zoo national Smithsonian de Washington. Le panda de 5 mois, nommé Bei Bei, devrait faire sa première apparition publique la semaine prochaine. Durant la visite, l'ambassadeur a déclaré que les pandas jouaient un rôle important dans la promotion des échanges entre les peuples chinois et américains, et a ajouté que le panda Bei Bei était un ambassadeur à part entière. Un futur ambassadeur panda rencontrant un diplomate au Smithsonian National Zoo de Washington. Ses parents ne sont autres que les superstars Mei Xiang et Tian Tian. Les 2 pandas sont nés et ont été élevés ici. Les gens de Washington et de tous les États-Unis les aiment beaucoup, spécialement les enfants. Le bébé de 5 mois pesait seulement 113 grammes quand il est né. Il pourra être vu par ses fans la semaine prochaine. Et jusqu'à maintenant, bébé a passé le plus clair de son temps à dormir et à apprendre à marcher. Bébé va très bien, il pèse maintenant 9 kilos. C'est un pouce et il est prêt à manger du bambou. Nous avons une caméra qui le filme, lui et sa mère Mei Xiang.
Bébé, dont le frère jumeau est mort après l'accouchement, a sa place dans la diplomatie du panda. Il est le résultat d'une insémination artificielle. Il a été nommé par les premières dames chinoises et américaines durant la visite d'État de Xi Jinping en septembre. Les pandas réunissent les Chinois et les Américains. Ils promeuvent les efforts des deux pays dans la protection des animaux sauvages. Ce sont réellement des ambassadeurs pandas. Dans cet esprit, Beijing et Washington se sont mis d'accord pour faire de 2016 une année spéciale tourisme. Et à compter de la semaine prochaine, le petit ambassadeur sera prêt à charmer Orient comme Occident. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur CCTV Français.